12-13 dimanche, le magazine politique de France 3, invité Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Bonjour ou rebonjour Cécile Duflot, pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure. Vous êtes l'une des ministres écologistes du gouvernement, le compte est vite fait, vous êtes deux. Bien sûr, nous allons parler avec vous du Mali, l'intervention de la France dans ce pays menacé par les islamistes, mais aussi de la crise du logement. Les loyers trop chers, les difficultés à se loger près de son lieu de travail, ça fait partie des questions des Français au quotidien. Tous les gouvernements, il faut bien le dire, se sont heurtés à ce problème. On pourrait même dire que depuis 1954, depuis l'appel de l'abbé Pierre, finalement, la question du logement n'a jamais trouvé de solution et elle reste très aiguë aujourd'hui. On va y revenir largement. Mais, depuis une semaine, évidemment, maintenant, la France est engagée militairement au Mali. C'est bien sûr l'image et bien au-delà l'événement de la semaine. Il y a eu quasi-unanimité au début, à droite comme à gauche, pour dire oui à cette intervention au Mali, sauf du côté d'Europe Écologie Les Verts. On a entendu par exemple Noël Mamère qui disait « j'aurais bien voulu qu'il y ait un débat avant », qui s'est posé des questions, qui a parlé de colonialisme, d'autres aussi autour d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous comprenez ce genre d'interrogation dans votre propre camp ? Je connais surtout la position qu'a adoptée à l'unanimité le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. C'est donc la position de cette formation politique qui est de considérer que cette intervention était malheureusement nécessaire et qu'il fallait le faire et qu'on aurait laissé le peuple malien dans une situation de très grave péril si on ne l'avait pas fait. Voilà un premier élément. Le deuxième, c'est qu'il faut préparer la suite sur deux axes. La transition démocratique, puisque cette situation a pu prospérer aussi sur une situation démocratique très précaire dans ce pays, et puis aussi travailler dans une relation de co-développement, de solidarité, y compris avec l'Union européenne, avec l'ensemble de ce pays, qui est un pays qui a à la fois beaucoup de difficultés, mais aussi très riche humainement. Je reviens à ma question. Comprenez-vous qu'il y ait des doutes sur cette intervention, que ce soit dans votre camp ou ailleurs? Mais on peut toujours avoir des doutes quand il y a une intervention militaire. Quand je dis malheureusement nécessaire, c'est que bien sûr, jamais on intervient militairement de gaieté de cœur. On met en péril la vie d'un certain nombre de soldats. On forcément comprend des risques avec la population civile. Il est légitime et sain de se poser des questions. Mais une fois qu'on s'est posé des questions et qu'on a regardé quelle était la situation, quel était le danger sur la capitale, Bamako, quelles étaient les pratiques des djihadistes qui sont intervenus dans le Nord Mali, qui relèvent vraiment du tribunal pénal international, eh bien on se dit que c'était effectivement nécessaire. Pas d'état d'âme face à la menace islamiste. Mais la question, c'est pas d'avoir des états d'âme, la question, c'est de savoir ce qu'il est nécessaire de faire. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'était de réagir très vite, c'était une question d'heures, la semaine passée. C'est ensuite, comme l'a dit le président de la République, de faire en sorte qu'une force africaine soit en place sur le territoire malien, c'est en train d'émerger. C'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une meilleure politique européenne. Daniel Cohn-Bendit s'est exprimé fortement au Parlement européen pour dire que l'Europe ne devait pas laisser la France intervenir seule. Mais si la France est intervenue seule, c'est parce qu'elle a répondu à une urgence qui était une urgence d'heure en heure. Avez-vous l'impression que François Hollande, en décidant d'intervenir, que la France plutôt intervienne au Mali, a pris une autre dimension, changé de stature, comme on l'entend, comme on le lit parfois? Oui, vous savez, moi, sur ces questions qui touchent, je le dis, à la vie, à l'équilibre d'un pays, à la vie des populations civiles, à l'avenir des femmes sur ce territoire, je pense qu'on ne peut pas rester à un niveau de lecture, de positionnement politique. Je pense qu'il a pris ses responsabilités de président de la République. Ce n'est pas une question d'image, c'est une question de rôle, qu'il assume cette responsabilité avec toute sa difficulté, toute sa complexité, qu'il a fait ce qu'il fallait. Alors on va parler maintenant directement d'un sujet qui vous concerne, c'est le logement. Il fait froid, vous l'avez remarqué, hein, vous êtes venu dans la neige comme beaucoup de gens qui sont à Paris, en région parisienne, et chaque fois on se souvient des SDF, des mal logés évidemment, avec l'urgence de trouver un toit pour tous. Malgré les bonnes intentions, les gouvernements qui se succèdent se heurtent à ce problème. Vous avez menacé, vous, de recourir aux réquisitions de logements. Vous en êtes où de ce point de vue? Est-ce qu'il y a eu des réquisitions de logements? Moi, je vais vous répondre sur la première partie de votre question, puisque la deuxième y est liée. C'est-à-dire que quand on doit s'attaquer à la crise du logement, dans un pays comme le nôtre, qui a les moyens de le faire, il faut faire feu de tout bois. Il faut d'abord s'intéresser prioritairement à l'urgence, tout de suite, maintenant, parce qu'il faut évidemment penser à la suite, mais s'intéresser à l'urgence. Pour les sans-abri, les SDF, ça c'est l'urgence. Et donc aujourd'hui, ce que je constate, c'est que nous avons anticipé cette difficulté, que nous avons mobilisé plus de places que l'année dernière, que la nuit dernière à Paris, aucun appel au 115 n'est resté sans réponse pour les familles comme pour les personnes isolées. Donc si vous me permettez, je dirais à tous les gens qui nous regardent de ne surtout pas hésiter à appeler le 115 s'ils voient une personne en situation de détresse, d'autant plus que quand il fait froid, on a forcément moins les capacités de réagir. C'est important parce que la vie des gens sont en jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Voilà, les réquisitions, vous en êtes où? Sur les autres aspects, il faut construire
davantage de logements. Est-ce que vous avez requis des logements à ce jour? Vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on croie que le débat sur la réquisition, et moi je fais partie des rares politiques qui ont assumé de pouvoir décider de lancer une opération de réquisition. C'est fait depuis le début du mois de décembre. Le processus est en cours. Aujourd'hui, des agents de l'État assermentés visitent des bâtiments pour identifier. Aujourd'hui, il y a eu 0 réquisition pour l'instant. Une réquisition, ça commence au moment où on écrit une lettre au propriétaire en disant qu'on va réquisitionner son bâtiment. Croyez-moi, les propriétaires qui ont reçu ces courriers, eux, ils ont très bien compris. Combien il y en a, vous savez combien? Non, je vous ai dit que je ne répondrai pas ni sur les adresses, ni sur les propriétaires. Je ne veux pas stigmatiser. Non, parce que je souhaite que nous avancions. Et donc, c'est en cours, ça va aboutir. Ça a permis surtout, et c'est ça qui m'intéresse, qu'un certain nombre de propriétaires acceptent de dialoguer à l'amiable. C'est-à-dire que, sous le coup d'une menace de réquisition, disaient, ce bâtiment-là, c'est pas possible. Ça donne des résultats déjà. Ça donne déjà des résultats. Ça a donné des résultats, notamment de la part de grandes entreprises, comme la SNCF, comme d'autres, qui ont mis à disposition un certain nombre de bâtiments qui accueillent en ce moment même des gens qui avaient besoin d'être accueillis. 2,5 millions de logements vacants quand même en France, d'après l'INSEE. Est-ce que vous pensez que c'est par la force, par la réquisition, que vous arriverez à régler le problème du logement? Je vous l'ai dit, ça fait partie de la palette. Pas seulement par et donc ça ne me dérange absolument pas de l'utiliser. Je pense que c'est utile. En revanche, je pense aussi qu'il faut agir de manière différente. Vous avez raison de dire 2,5 millions de logements vacants en France, sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est une réalité. Donc il faut, et nous l'avons déjà fait, renforcer la taxe sur les logements vacants, mais il faut aussi travailler avec ces propriétaires pour qu'ils soient plus sécurisés, travailler vers une garantie universelle des loyers pour pouvoir faire en sorte que les propriétaires... Pas une assurance, une vraie solidarité, mutualisation entre l'ensemble des locataires. C'est un grand chantier, le Premier ministre l'a annoncé. Ça permettra notamment d'aider à loger les jeunes qui, on le sait, ont de plus en plus de difficultés à se loger, mais pas seulement, tous ceux qui aujourd'hui font face à cette difficulté, et les propriétaires. Parce que je pense qu'il faut faire en sorte que tous ceux qui sont de bonne foi, les propriétaires comme les locataires, puissent remplir leurs fonctions, chacun à leur rôle. À leur niveau. Je le disais, tous les gouvernements se heurtent à ce dossier. En 2007, Christine Boutin, l'une de vos prédécesseurs, avait fait voter la loi Dallot, qui permet, je résume, aux mal logés, de saisir la justice pour dire il faut trouver une solution. Mais vous allez voir, c'est loin d'être satisfaisant, comme en témoignent ces réactions. Je suis prioritaire de Dallot favorable depuis 2008. Ça fait 5 ans et j'en ai marre d'être instable avec mes enfants d'un hôtel à un autre. J'ai fait tous les arrondissements. Stop à la misère. Je ne demande pas 3 ou 4 pièces, au moins un studio, un toit pour dormir. Et que je retourne à mon activité et je travaille, je vivre digne comme tout le monde. Cécile Duflot, la loi Dallot, elle est inefficace, très clairement. Est-ce qu'il faut tout simplement la supprimer? Parce que c'est presque laisser croire à des gens qu'ils vont trouver un logement parce qu'ils vont saisir le préfet ou la justice, mais ça ne sert à rien. D'abord, je voudrais vous dire que je connais ces deux femmes, dont la première dame qui a des enfants et qui, effectivement, est ballottée d'hôtel en hôtel depuis des années. La loi Dallot, elle reconnaît que des gens, comme ces deux personnes, sont prioritaires pour se voir attribuer un logement. Mais elle n'a pas créé de logement. Vous parlez de mes prédécesseurs. Moi, je souhaite justement qu'on mène une politique globale et qu'on construise des logements, et en particulier des logements sociaux, là où on en a besoin. Ça, c'est un élément déterminant. Donc, mais la loi Dallot, est-ce que ça vaut le coup de la garder? Il ne faut pas remettre en cause la loi Dallot. Il faut la rendre effective, c'est-à-dire faire en sorte que ces personnes qui sont prioritaires obtiennent un logement, notamment en pouvant aussi remettre sur le marché les logements vacants par le biais de contrats qui permettent à des associations de louer ces logements et de pouvoir loger des personnes qui sont en situation plus délicate, ce qu'on appelle l'intermédiation locative. Ça sécurise les propriétaires, ils sont sûrs de toucher un loyer et ça permet de donner un logement à des gens qui sont en difficulté. Donc la loi Dallot, elle n'est pas inefficace totalement et elle a le mérite d'exister. Non, la loi Dallot, elle existe, mais elle n'a pas créé de logement. C'est pour ça qu'il a le mérite d'exister. Il faut à la fois identifier les personnes qui ont besoin de logement, il faut aussi simplifier les attributions de logements sociaux. J'ai lancé une concertation sur l'attribution des logements sociaux. Parfois, les règles sont considérées comme trop obscures, compliquées. Il faut faire plusieurs dossiers de demande de logement. Il faut qu'on simplifie l'accès au logement social et que les règles soient transparentes et les mêmes pour toutes. Une dernière chose sur le logement. On sait que pour financer le logement social, il y a le livret A qui, à partir du 1er février, va baisser. Au lieu d'être rémunéré à 2,25%, ça va être 1,75%. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour le logement social, pour vous, à vos yeux? Est-ce que ce n'est pas un coup dur, ça? Ah non, c'est le contraire. Pourquoi? Alors, je vous explique. En fait, non, mais c'est le contraire, parce que vous allez me dire, effectivement, vous allez pouvoir emprunter à moins cher. Je vais vous expliquer. Mais si les Français sont moins rémunérés, ils vont mettre moins d'argent sur le livret A. Et donc moins d'argent disponible pour le logement social. Je vais vous expliquer de manière très simple. Comment ça fonctionne le livret A? Il y a beaucoup de pays, et je rencontre parfois des homologues d'autres pays européens, par exemple, qui aimeraient mettre en place un système équivalent.
Quand on met de l'argent sur un livret A, et le plafond a été augmenté de 50% en 2 étapes, on est rémunéré, vous l'avez dit, totalement net d'impôts, et on peut le retirer au moment où on le souhaite. Donc c'est un placement très très simple. En échange, cet argent est prêté à très long terme, sur 30, 40 ans, pour construire du logement social. Plus le taux de rémunération du livret A est élevé, plus le prêt qui est fait pour construire le logement est élevé. D'accord, mais, donc, il faut toujours mais si les Français sont moins rémunérés, ils vont mettre moins d'argent. Donc ce sera moins d'argent pour le logement social. Je ne suis pas une spécialiste des placements financiers, mais je constate que même à ce nouveau taux, un certain nombre de conseils en investissement financier recommandent toujours de donc la baisse du livret A, c'est pas forcément un mauvais coup. Parce que c'est lié à l'inflation. Et je vous le dis, c'est un équilibre entre l'intérêt de ceux qui placent cet argent et la possibilité de financer le logement social. C'est un placement honnête pour ceux qui le placent et très utile pour construire du logement social. Alors, avant d'entrer au gouvernement, je le disais tout à l'heure, vous avez été la numéro 1 des Verts. Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. Vous avez toujours un œil, évidemment, sur ce qui se passe dans votre parti, on l'imagine. Mais pour vous, maintenant, c'est plutôt silence, on gouverne. Hein. Il y a une solidarité gouvernementale à tenir. Bruno Jeudi, du Journal du Dimanche, nous rejoint pour vous poser quelques questions. Bonjour Bruno. Bonjour Francis, bonjour Cécile Duflot. Madame la ministre, après des débuts tonitruants, agités et marqués par des tensions avec Jean-Marc Ayrault, vous semblez prendre vos marques dans ce gouvernement très rose et finalement pas très écolo, comme le disait Francis. On va parler bien sûr du dossier de Notre-Dame-des-Landes et puis du dossier un peu théorique de la transition écologique, du grand débat. Mais d'abord revenons sur Paris. Vous avez été élu député en juin dernier. Un sondage IFOP publié ce matin dans le Journal du Dimanche vous accorderait 9% au premier tour des municipales. On sait que vos amis Europe Écologie réunis hier souhaitent une liste autonome, notamment à Paris. Alors ma question est simple, serez-vous leur candidate à Paris l'an prochain ? Je vais vous décevoir parce que je ne vous répondrai pas pour la bonne et simple raison que je crois que tout le monde est un peu fatigué, mais peut-être même certains politiques, qu'à peine une élection passée, le seul sujet, ce soit qui va être candidat pour la prochaine. Alors, ça vaut pour les écologistes, non, c'est dans 15 mois, ce qui est quand même, c'est dans 15 mois. Et par ailleurs, je dis, il faut répondre aux questions quand elles se posent, et la question ne se pose pas. Et il y a quelqu'un qui fera un bon candidat, Pascal Durand, par exemple ? Je vous ai dit, la question ne se pose pas pour moi pour l'instant. Il y a un dossier, par contre, qui est devenu une véritable paume de discorde. On le disait, le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Une commission du dialogue est en place, mais en même temps, on a du mal à lire votre stratégie, la vôtre, et puis celle de vos amis d'Europe Écologie Les Verts. Alors, est-ce que vous pariez sur l'enlisement, ou est-ce qu'au fond, on est dans une phase où vous avez décidé de calmer le jeu avec le Premier ministre, de ne pas rallumer un conflit ? De toute façon, le président de la République l'a dit lui-même, le choix du gouvernement et le choix de l'État sur ce dossier, c'est l'apaisement. C'est pour ça qu'il y a effectivement cette commission du dialogue qui fait son travail, qui avance. Ce désaccord, il était pointé de longue date pour des raisons qui sont des raisons de fond. Ce désaccord s'est accru avec la tension qui est apparue sur le terrain. La règle maintenant, c'est l'apaisement. Je pense que c'est la bonne méthode et qu'il faut que Est-ce que c'est un motif de rupture entre vous et le gouvernement ? C'était un désaccord pointé depuis longtemps, donc il n'y avait rien de nouveau sur ce dossier. En revanche, je pense que la méthode qui a été choisie, qui est celle, je le dis, de l'apaisement, du calme, du respect des positions des uns et des autres et de la création d'un dialogue sur ce dossier, est la bonne méthode. Toujours sur l'écologie, Delphine Batho a engagé sous l'égide du président de la République un grand débat national sur la transition écologique. Énergétique. Malgré tout, on a l'impression quand même que depuis le début du quinquennat, c'est pas une priorité de François Hollande, qui cite plutôt la jeunesse, l'emploi, bien sûr, et l'éducation. Alors, est-ce que le compte y est pour vous en matière d'écologie dans ce gouvernement ? Vous en êtes une des Vous l'avez pointé vous-même, c'est un gouvernement dans lequel il y a vous l'avez dit en introduction, 2 ministres écologistes. Donc, c'est la réalité de politique de ce gouvernement. Ce qui ne veut pas dire que sur un certain nombre de dossiers, et vous parliez de transition énergétique, il y a un dossier qui est très important et décisif, parce que c'est 40% de la consommation énergétique de notre pays, qui est la transition énergétique dans le bâtiment, dans l'habitat, mais pas seulement. C'est un dossier sur lequel nous allons avancer de manière absolument décisive avec Delphine Batho. C'est un dossier utile parce que c'est un dossier environnementalement très utile, ça lutte contre le réchauffement climatique, qui crée de l'emploi, des dizaines de milliers d'emplois. Est-ce qu'il serait mieux porter le thème de l'écologie par justement un membre de votre formation politique ? Moi, je pense que c'est la première fois au fond que depuis que la gauche est revenue au pouvoir. D'habitude, c'était plutôt un portefeuille qui échouait c'est arrivé une fois avec Dominique Voynet. Dominique Voynet, une d'habitude. Yves Cochet, et précédemment, il y avait des personnalités qui étaient plutôt issues du monde écologique. Là, cette fois-ci, c'est pas le cas. Je vais vous dire, à l'inverse, je pense qu'effectivement, c'est la première fois qu'un ministère qui est un ministère
ministère important comme celui de l'égalité des territoires, mais je crois que nous en parlerons, et le logement, est confié à une personnalité écologiste. Donc ça montre bien aussi l'évolution de ce qu'est un mouvement de l'écologie politique et de ses représentants. Mais je vous le dis, moi j'ai entendu les propos du président de la République lors de la conférence environnementale, et ce virage, ce changement de cap en matière notamment de conversion écologique de l'économie, c'est-à-dire d'aller vers un modèle beaucoup plus durable, beaucoup plus soutenable, c'est forcément quelque chose qui doit s'engager dans la durée. La transition énergétique en fait partie, mais pas seulement. Je vous parlais de création d'emplois dans le secteur de la transition énergétique. Effectivement, dans les énergies renouvelables, dans le bâtiment, il y a une source d'emplois durable, non délocalisable. Il faut bien lier ces deux questions. Bruno évoquait les équilibres au sein du gouvernement, il y a des équilibres aussi au sein de la gauche. Je voudrais que vous entendiez Martine Billard. Elle a été écologiste, elle est aujourd'hui chez Jean-Luc Mélenchon, au parti de gauche, et elle se pose des questions sur l'accord qui a été conclu entre le MEDEF et plusieurs syndicats, notamment la CFDT, sur la flexibilité dans les entreprises. Elle vous interpelle, vous allez l'entendre. Bonjour Cécile Duflot. Comme vous le savez, il y a eu un accord qui a été signé entre le MEDEF et la CFDT, qui est un accord qui est porteur de régression sociale et qui notamment, pour la première fois depuis très longtemps, introduit des dispositifs inférieurs à la loi. Je voudrais donc savoir, Madame la Ministre, quelle est votre position par rapport à cet accord et êtes-vous d'accord avec le Président de la République et le Premier ministre pour dire qu'il doit être transcrit tel quel dans la loi ? Voilà, question précise, réponse précise. Alors, la réponse précise, c'est que Martine Billard, que je connais bien, a été députée pendant 10 ans, où la majorité était une majorité de droite, et elle a vu effectivement le nombre de régressions sociales qui sont apparues pendant cette période, et surtout à quel point le dialogue social était méprisé, à quel point le MEDEF était un interlocuteur privilégié, mais les syndicats, oui, parce que cet accord, il existe. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un choix fait par le président de la République de respecter le dialogue entre le MEDEF et les syndicats. C'est un accord. C'est-à-dire que moi, je ne me mettrai pas à la place des syndicats qui ont décidé de signer cet accord. Et je pense que la méthode qui a été choisie est une méthode importante. Ensuite, pour répondre à sa question sur le rôle du Parlement, moi qui ai présenté 2 lois qui ont été successivement votées par l'ensemble de la majorité présidentielle, c'est-à-dire y compris par le Front de gauche, je sais que les parlementaires sont là pour prendre leurs responsabilités. Et c'est ce qu'ils feront. Donc il ne faut jamais, surtout quand on est au gouvernement, préempter le débat qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Vous laissez par exemple les députés écologistes, vous dites ils votent ou ils ne votent pas l'accord, ce sera bien de toute façon quoi qu'ils fassent. La question, je dis ils prendront leurs responsabilités, y compris à l'égard de l'existence de cet accord, donc du rôle respectif dans une société comme la nôtre, du débat politique à l'Assemblée nationale, de la responsabilité du gouvernement et aussi de faire confiance quand le dialogue social existe et va à son terme. Bruno. Je voudrais revenir sur un autre dossier, celui du mariage pour tous. Vous étiez la seule ministre du gouvernement présente lors de la manifestation précédente. Avec Marie-Arlette Carlotti. Mais qui était à Marseille, qui manifestait à Marseille. Et dimanche prochain, il y aura une nouvelle manifestation. Est-ce que vous espérez qu'il y ait d'autres membres du... D'abord, est-ce que vous serez à la seconde manifestation? Et est-ce que vous espérez que d'autres membres du gouvernement viennent dimanche prochain pour faire nombre? C'est probable, mais c'est pas en envoyant tous les membres du gouvernement que ça fera nombre. Heureusement on avait le sentiment qu'il y avait eu des consignes plutôt pour qu'il n'y ait pas de membres du gouvernement qui manifestent lors de la franchement, précédente c'est un sujet totalement accessoire. Le vrai sujet, c'est le sujet de l'égalité des droits et le sujet du mariage. Oui, moi, vous savez, il se trouve que c'est un sujet. Je suis une femme hétérosexuelle, mère de famille nombreuse, heureuse de l'être, et je souhaite que cette possibilité soit ouverte à tous et à tous ceux qui s'aiment. Est-ce que vous y serez dans la manif? Oui, c'est probable. Mais je vous dis, c'est un sujet qui est anecdotique par rapport à la réalité. Alors, une dernière question. Il y a quelques semaines, Jean-Vincent Placé, membre de votre formation politique, et d'autres se posaient la question de la participation des ministres écolos au gouvernement. C'est du passé ou bien ça continue à trotter dans la tête de certains de vos amis? Ce matin, il y a le coprésident du groupe à l'Assemblée nationale qui a dit et s'il neige encore, est-ce que les ministres écolos vont quitter le gouvernement? C'est vrai que ça a été une sorte de feuilleton pendant les 6 premiers mois de notre présence. Il y a eu des déclarations de dirigeants du parti qui étaient assez importantes. C'est jamais une évidence. La participation à un gouvernement, pour qui que ce soit, je pense, n'est jamais une évidence en soi. En revanche, on n'a pas des états d'âme toutes les 5 minutes. Moi, je dis que les choses sont très claires. On a fait ce choix de participer à un gouvernement en connaissance de cause, en voulant effectivement s'engager sur un certain nombre de dossiers. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est une forme de maturité aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la maturité. Je pense qu'on a fait preuve et on fait preuve dans une situation très difficile d'une grande responsabilité que nous continuerons, mais que je souhaite que les dossiers qui nous tiennent à cœur, ceux sur lesquels nous travaillons, mais pas seulement, avancent dans le bon sens comme tout un chacun. Bruno, merci d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche et à très bientôt. Pour ou contre, maintenant, vous êtes une adepte des réseaux sociaux, de Twitter en particulier. Il y a eu des dérapages sur Twitter ces derniers temps, dérapages racistes, xénophobes, homophobes, bref, dans tous les sens, j'allais dire. Pour ou contre l'encadrement du contenu des réseaux sociaux? Parce que c'est une question qui se pose.
Vous savez, moi je pense que la question c'est pas celle des réseaux sociaux. À un certain moment, la question c'est juste celle de la loi, celle des insultes, des injures. Il y a un certain nombre de gens qui, protégés par ce qu'ils croient être de l'anonymat, sont parfois au-delà de ce qui est Est-ce qu'il faut sanctionner? tolérable. Est-ce qu'il faut des sanctions? Ou est-ce que Twitter, ça va être la grande liberté? Je pense qu'il faut que la loi qui s'applique dans le cadre général s'applique aussi sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. La France risque d'être différente des autres pays de ce point de vue. Je pense que personne n'est différent quand on voit le degré d'insulte, d'injure et la violence de certains propos qui sont effectivement au-delà de ce qu'on peut tolérer dans un certain nombre de cas. Alors, on a parlé de logement, vous êtes aussi en charge de l'égalité des territoires, je vous avais dit qu'on en parlerait, on y vient. On peut même parler de territoire à la carte aujourd'hui, selon l'endroit où on vit. Hier, à Tulle, François Hollande, sur ses terres électorales, a estimé que l'égalité des territoires lui tenait à cœur, que ce serait l'un des dossiers des mois à venir. Mais ça veut dire quoi? Il faut s'attendre à quoi? Alors, ce que ça signifie très clairement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui a changé, qui est devenu de plus en plus urbain, dans lequel les espaces ruraux seront, pour certains endroits, ont perdu de la population, mais pour d'autres en regagnent. Et il faut faire en sorte que chaque habitant de notre pays ait droit au même service, par exemple, au même service public, où qu'il se trouve, que les questions de transport, d'éducation, de présence de l'école. Alors, il faut s'attendre à quoi dans les mois qui viennent? Parce que à partir du moment où le président de la République dit que ça va être une priorité et vous en charge, il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre au fait qu'effectivement, à la fois, on puisse expliquer que depuis 10 ans, on a abandonné toute politique d'aménagement du territoire. Chacun s'en souvient, dans les années 60, 70 et même 80, on avait une politique d'aménagement du territoire. On s'en est détaché. Résultat, on a laissé des élus locaux, des habitants face à des situations extrêmement difficiles. Il faut remettre de l'action publique sur ces territoires. Ça vaut pour les espaces ruraux, ça vaut aussi pour certains quartiers périphériques qu'on a appelés les quartiers de la politique de la ville, qui étaient traités un peu à part. Ça veut dire quoi? L'idée de l'égalité des territoires, c'est traiter tout le monde à égalité. Alors, de la prenons un même exemple, manière. le milieu rural qui se désertifie toujours. Ça veut dire qu'il faut rapprocher les villes des campagnes? Alors, ça veut dire quoi pour ça? Ça veut dire... Physiquement, c'est très compliqué. Non, mais si, ça veut dire des transports, par exemple, Oui. développer les transports, les trains, des choses comme ça. Ça veut dire- Or, quand il y a des projets comme ça, Lyon-Turin, par exemple, TGV pour l'Espagne, les lignes très haute tension, souvent il y a des oppositions de la part en particulier des écologistes. Est-ce qu'il n'y a pas une vision conservatrice des écologistes? Là, quand on parle de la desserte des transports en commun, en particulier à la demande pour les personnes âgées qui vivent à 20 km de Guéret, on n'est pas dans des infrastructures de grande vitesse. Là, vous mélangez un peu deux dossiers. Alors, ok, d'accord. Il y a les infrastructures quotidiennes, rapprocher les transports pour faciliter la vie quotidienne des Français. Il y a des sujets plus importants. Mais vous savez que l'aménagement du territoire, ça passe aussi par les grands chantiers. Oui, bien sûr, mais et là, souvent, c'est les écologistes qui sont les premiers opposants. Non, mais je pense que vous essayez de faire de la polémique sur un sujet qui n'en mérite pas, parce qu'en matière d'égalité des territoires, et je peux vous le dire pour travailler avec les sénateurs notamment et avec les parlementaires, je sais que là, l'ensemble des familles politiques sont préoccupées justement de cette situation de tension qui peut exister entre les zones rurales et les zones urbaines. Il faut recoudre ces territoires, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir un maillage de services publics qui ne soit pas une vision verticale, la poste d'un côté, les impôts, les tribunaux, parce qu'il y a des territoires qui ont été meurtris ces dernières années par le départ simultané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il pourrait y avoir une maison des services publics dans certains milieux ruraux qui ferait tout? Ça veut dire qu'on va travailler sur cette question pour rapprocher aussi les services publics, y compris avec des permanences hebdomadaires, avec des lieux d'accueil qui permettent de mutualiser les moyens, donc d'être moins coûteux, mais aussi d'être plus réactifs et plus près d'un certain nombre de populations. Ça veut dire qu'on va travailler avec les élus locaux, qu'on va aussi changer la relation entre l'État et les collectivités locales. Après la décentralisation, on a parfois fait des couches successives. Il faut que tout le monde travaille mieux ensemble. Mais permettez-moi d'y revenir quand même aux grands travaux d'infrastructure, parce que ça participe aussi à l'aménagement de la France. Et souvent, il y a des refus, et les refus viennent notamment des écologistes. Je le disais tout à l'heure, les grandes lignes à grande vitesse, par exemple, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ça peut faire partie de l'aménagement du territoire aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une vision conservatrice chez les écolos parfois? Vous faites un peu le gâteau 100 fois bon. Une vision conservatrice? Non, il y a justement, je pense que de la part des écologistes sur les grandes infrastructures, personne ne pourra imaginer que les écologistes soient contre le développement du rail, en particulier du fret ferré, qui aujourd'hui est parfois en situation difficile. Nous sommes félicités des moyens supplémentaires qui vont être accordés à ce qu'on appelle justement les trains d'équilibre du territoire, qui font des liaisons de grandes capitales régionales à d'autres grandes capitales régionales. Simplement, dans une période où il faut être économe des deniers publics, on peut se dire qu'il y a certains investissements qui sont plus efficaces que d'autres. Et évidemment, que le TGV est très utile sur des moyennes distances pour remplacer l'avion, par exemple, y compris en Europe. Donc ne croyez pas pouvoir faire une opposition. La question du Lyon-Turin,
c'est une question financière très importante qui est, et ce sujet est en débat, qui est à la fois que c'est un projet qui peut être un projet intéressant, mais c'est un projet extrêmement coûteux et qu'on est dans une période extrêmement tendue sur le plan financier. Voilà, et qu'avec l'ensemble de ces paramètres, il faut forcément réfléchir. On va terminer par une image, la une des Inrecuptibles, avec Gérard Depardieu en noir et blanc, avec 2 dates. 1948, sa naissance, 2013, un peu comme une épitaphe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette une ? J'en pense 2 choses. Je pense que si quelqu'un n'a pas suivi les derniers épisodes, il peut légitimement croire que Gérard Depardieu est mort et que donc c'est quand même assez troublant. Et puis ensuite que, honnêtement, toute cette histoire ne mérite pas plus de commentaires que ça. Voilà. Oui. On en a fait trop sur Gérard Depardieu ? En tout cas, moi, j'ai pas envie d'en faire. Mais Gérard Depardieu, c'est quoi? C'est encore un artiste ou la caricature de lui-même? Quand je vous dis que j'ai pas vraiment envie, je pense que c'est parce que je crois qu'à un moment, il y a une dimension personnelle dans cette histoire, il y a une dimension individuelle qui me paraît pas utile de commenter, surtout pas d'un point de vue politique, qui plus est. Merci Cécile Duflot d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche, à suivre sur les réseaux.